nous avions prévu au départ d'avoir des présentations, des contributeurs qui sont en ligne, mais aussi des contributeurs qui sont dans cette salle. Les collègues qui sont en ligne, certains sont sur le terrain et d'autres sont pris par d'autres activités, donc ils ne pourront pas être là ce soir. Mais nous avons réussi à nous organiser pour vous tenir pendant les 1h30 de temps que nous aurons à passer ici au pavillon de la francophonie. Donc, nous commencerons après cette présentation introductive. Jean-Jacques va venir ici pour partager avec vous ce qui est fait au niveau de la RDC pour prendre en considération les tourbières dans les réponses au changement climatique. Une fois que Jean-Jacques l'aura fait, Maman Dorothée, comme nous l'appelons régulièrement, affectueusement, elle viendra ici et évoquer un aspect qui est important, qui est un aspect, on va dire, de la perception de comment est-ce que, sur le plan endogène, sur le plan local, on perçoit, on va dire, cet écosystème qui est important écologiquement. Et ensuite, nous allons continuer avec le professeur Lelo, qui viendra nous donner encore d'autres dimensions des tourbières. Il le fera principalement en tant que juriste et politiste, mais aussi en tant que responsable au niveau sous-national d'une province dans laquelle on trouve les tourbières. Alors, lorsque on parle des tourbières, lorsque nous regardons cette zone et nous regardons la dynamique qui a cours, une des questions qui se pose est quel est l'état des connaissances? Et ça, c'est une des principales activités que nous avons fait, c'était de produire, on va dire, un chapitre de livre dans l'état des forêts du bassin du Congo. État des forêts du bassin du Congo, pourquoi? Parce que la zone où les tourbières ont été, on va dire, mises de plus en plus à montrer, en fait la valeur a été estimée, est une zone qui est considérée parmi les 12 paysages prioritaires de conservation de biodiversité en Afrique centrale. Et c'est un paysage qui a été laissé à cause ou alors parce qu'il avait, on va dire, un wetland important. Et donc, il avait été laissé pour cette considération-là. Et dans le cadre donc, de la gestion des forêts en Afrique centrale, un des aspects importants est la publication régulière de l'état des forêts. Donc, il va de soi donc, lorsqu'il y a un événement écologique comme celui-là qui apparaît, qu'on fasse le point dans l'état des forêts. Et donc, ça, nous l'avons fait en essayant autant que possible de rassembler les chercheurs qui ont travaillé dans la sous-région. Et donc, nous avons comme ça rassemblé à peu près une vingtaine de chercheurs qui venaient d'institutions aussi bien basées dans la sous-région que hors de la sous-région, mais qui travaillent sur cette partie du monde. Donc, économique spéciale, parce que ces zones économiques spéciales-là viennent avec des avantages qui soient fiscaux et d'autres types d'avantages que peuvent bénéficier les investisseurs qui viennent dans la zone. Conséquence, si on dit qu'il y a de l'or, si on dit qu'il y a d'autres gisements dans le Baouéné, il faut que cela soit documenté, il faut que cela soit mis à la disposition du public et beaucoup mieux aux potentiels investisseurs qui vont venir. Mais quand ils viennent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut améliorer les infrastructures. Quand vous lisez tous les rapports sur la RDC, on dit qu'il n'y a pas d'énergie, on dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, et au-delà de ça, il faut essayer d'améliorer le partenariat entre diverses provinces qui fassent que ceux qui ont du bois vont mieux collaborer avec ceux qui ont de l'eau et essayer d'avoir une économie circulaire et créer un écosystème purement congolais où on va faire bénéficier aux Congolais la transformation des produits sur le sol congolais. Pour l'instant, par exemple dans le Katanga, vous avez parlé du cobalt. Le cobalt qui est produit au Katanga, il est un cobalt produit par des industriels et tout le cobalt, c'est 80% de la production. Les 20%, les 15%, c'est reproduit par l'artisanat et aujourd'hui, il faut restructurer la production de l'artisanat minier pour faciliter la traçabilité, pour que l'artisan minier puisse réellement recevoir son dû, et cela va permettre à ce que l'image de la RDC soit un peu changée. Parce que le narratif sur la RDC, c'est les enfants travaillent dans les mines, ce qui est faux.
80%. Glencoe c'est pas des enfants. TFM, c'est pas des enfants. MNG, c'est pas des enfants. Et donc, on ne doit pas dire que la RDC, son cobalt vient de la production, je ne sais pas, des enfants, et qu'il faille, tant soit peu, je mets en guillemets le boycotter, mais il faut par contre que nous, on ne puisse pas toujours s'auto-flageller, mais qu'on puisse présenter le Congo en tenant compte des percées et des progressions qui sont faites. Donc, faire des précurseurs, en effet, la batterie viendra certainement. Et d'ailleurs, il faut qu'on comprenne que la vision de faire cette batterie-là pour ces précurseurs est une vision panafricaine. Le Congo n'exploite pas encore son nickel aujourd'hui, mais le nickel est dans un pays africain. Le Congo a besoin pour faire la batterie du graphite. Le graphite est dans un pays africain. Le Congo a le cobalt, a le nickel, mais la batterie, c'est pas seulement le cobalt, le nickel. Et donc, il faut avoir une vision globale